J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout roule pour vous. Parce qu'aujourd'hui, accrochez-vous, le dossier poussiéreux du Sahara occidental entre enfin dans le vif du sujet. Oui, vous avez bien entendu, les tractations tant annoncées par l'équipe Trump vont bel et bien démarrer ce dimanche 8 février 2026. Et tenez-vous bien, ce n'est pas un tweet maladroit ni une fuite hasardeuse qui a vendu la mèche, mais confidentiel, ce journal espagnol réputé pour être à la fois redoutablement bien renseigné et solidement crédible. C'est dans son édition du samedi 7 février qu'on a appris que ces pourparlers, supposés se dérouler dans la plus grande discrétion, ratés, auront lieu à l'ambassade des États-Unis à Madrid. Et autour de la table, rien de moins que les représentants de l'Algérie, du Maroc, du Front Polisario et de la Mauritanie. Une brochette diplomatique haute en couleurs, prête à, peut-être, en découdre, poliment. Donc, ce seront des négociations qui seront organisées sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Les pourparlers doivent réunir donc des délégations du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie, de la Mauritanie, dans les locaux de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Espagne. C'est la deuxième étape du processus qui s'est ouvert à Washington à la fin du mois de janvier, où, une première fois, une délégation du Polisario est partie aux États-Unis d'Amérique pour rencontrer des responsables américains. À l'origine de ce processus de négociation, qui était censé être discret, mais qui a été maintenant dévoilé, rendu public, nous retrouvons le célèbre et fameux Massad Boulos, le conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump. Celui-ci avait d'ailleurs déclaré récemment que la résolution du conflit du Sahara occidental est une priorité absolue pour les États-Unis d'Amérique. Cela confirme les informations que nous avons révélées nous-mêmes récemment, puisque le 27 janvier dernier, rappelez-vous, nous avions partagé avec vous, diffusé, transmis, une émission intitulée « Le Sahara occidental », le haut conseiller de Trump à Alger pour exercer des pressions sur Tebboune. Et ce jour-là, nous avions expliqué qu'Abdelmadjid Tebboune avait reçu le haut conseiller du président américain Donald Trump pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, Massad Boulos, ainsi qu'une délégation l'accompagnant dans le but de parler essentiellement du dossier du Sahara occidental. D'autres médias, marocains, algériens et régionaux, ont dit un peu n'importe quoi. Ils ont épilogué, tenté de faire croire que l'objectif de cette entrevue n'était pas le Sahara occidental, mais bien le Conseil de paix, la question palestinienne, etc. Pas du tout. 80% du temps consacré par Massad Boulos, oui, 80% des échanges, des pourparlers qui ont eu lieu lors de cette rencontre, portaient sur le Sahara occidental. L'administration américaine a persuadé l'Algérie, elle a exercé des pressions pour la convaincre de participer à la prochaine réunion exploratoire qui devait réunir le Maroc et le Front Polisario avec la Mauritanie pour discuter officiellement d'une sortie de crise définitive du conflit du Sahara occidental. Et on l'a expliqué, c'était l'émission que nous avions diffusée le 27 janvier dernier. C'est la réalité. À la fin du mois de janvier, Massad Boulos était là. Vous vous en rappelez? Alors nous, on a diffusé l'émission le 27. C'était le mardi 27. C'était pratiquement le jour même de son arrivée à Alger. Et les discussions ont été essentiellement axées sur la question du Sahara occidental et le conflit. Parce que, en réalité, pour les Américains, comme pour beaucoup d'acteurs de la grande communauté, de la communauté internationale, je parle des grands acteurs de la communauté internationale,
Ils perçoivent le conflit du Sahara occidental comme étant un conflit entre l'Algérie et le Maroc. C'est la réalité, d'ailleurs, parce que la question du Sahara occidental n'est pas fondamentale. C'est un territoire faiblement peuplé, 300 000 habitants, qui n'a pas de... qui ne relève pas de... qui n'a pas de... qui ne représente pas un enjeu stratégique pour la communauté internationale à cause de la faiblesse de sa population. Premièrement, c'est un conflit de très faible intensité. Il n'y a pas beaucoup de morts. Il n'y a pas un affrontement entre une grande armée face à une autre milice. Ce n'est pas l'Ukraine. Ce n'est pas l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas l'Ukraine contre la Russie. Ce n'est pas l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Il n'y a pas autant de morts comme entre le Congo et le Rwanda. Ce n'est pas non plus comme ce qui s'est passé en Éthiopie avec une rébellion internationale en Éthiopie. Ce n'est pas l'Érythrée et l'Éthiopie non plus. Ce n'est pas le Soudan du Sud. Ce n'est pas la guerre civile au Soudan. C'est un conflit invisible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de victimes et parce que les enjeux sont insignifiants. C'est un territoire désertique, faiblement peuplé, peuplé par des tribus, par une population tribale. La population, elle, est divisée. Il y a une partie qui est avec le Front Polisario, effectivement, qui réclame l'indépendance depuis 1975. Et une autre partie avec le Maroc, qui se réclame du Maroc. Donc les 300 000 sont 180 000 ou 150 000. On n'a même pas les chiffres précis des réfugiés. 1500 à peine 200 000 qui sont du côté marocain, qui habitent au Maroc. Et pour la grande part, dans beaucoup d'entre eux, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Parce que, comme c'est un dossier, on n'a pas de véritables statistiques. Il n'y a pas eu de référendum qui a été organisé. Donc on ne sait pas qui est avec qui. Mais on sait que c'est un conflit mineur, insignifiant. Le problème, c'est entre l'Algérie et le Maroc. S'il n'y avait pas le soutien de l'Algérie aux propos des Sahraouis, il n'y aurait pas eu de Sahara occidental. Faut dire la vérité. Et si le Maroc n'avait pas occupé le Sahara occidental, si le Maroc avait fait des efforts pour trouver un arrangement avec l'Algérie, cela ferait longtemps, cela ferait très longtemps que le Sahara occidental, que ce dossier aurait été résolu. Donc, les Américains sont pragmatiques. C'est pour cela que moi, j'aime l'approche américaine. J'aime l'esprit américain. Pourquoi j'aime la doctrine américaine? C'est le pragmatisme. On ne va pas aller par 4 chemins. Le droit des peuples opprimés à décider d'eux-mêmes, oui, c'est vrai. Le cadre de l'Organisation des Nations Unies, on ne réglera jamais le problème dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, parce qu'on ne sait pas ce que pensent les Sahraouis. Il n'y a pas eu de référendum, personne n'a voté. Et est-ce que, si tous les Sahraouis vont voter, est-ce que vraiment ce sera un territoire indépendant? Et puis la question, est-ce que ce territoire pourrait être indépendant, pourrait conserver son indépendance? Comme on a vu, il y a beaucoup de pays qui ont été récemment indépendants, comme le Soudan du Sud par exemple, qui ont basculé dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté,
qui sont devenus des pays vassalisés par des puissances étrangères et des pays d'insécurité, de grands foyers de tension. Donc, le monde d'aujourd'hui n'est pas favorable à l'indépendance de nouveaux territoires, n'est pas favorable à la création de nouveaux micro-États. Cela n'existe pas. Un pays de 300 000 habitants, c'est un micro-État. Les seuls pays faiblement peuplés qui ont survécu, qui sont devenus prospères et sûrs, ce sont les pays du Golfe. Pourquoi? Parce que, 1. Il y a le protectorat américain et le protectorat des grandes puissances occidentales d'abord, et ensuite la richesse du sous-sol. Ce sont des pays extrêmement riches, avec des hydrocarbures, du pétrole et du gaz. Ce n'est pas le cas du Sahara occidental. Il n'y a pas une grande puissance qui est prête à protéger ce territoire et à le parrainer. Et, mis à part le phosphate, qui est une richesse importante, cela ne ramènera pas des milliards, des pétrodollars. Donc, il n'y a pas d'avenir à ce pays-là. Les Américains le savent. Les Algériens eux-mêmes le savent. Parce que le Sahara occidental, pour l'Algérie, historiquement, c'est un outil de pression pour empêcher, saboter, compromettre et neutraliser l'expansionnisme du Maroc. Donc, des négociations directes, il fallait en faire. C'est pour cela que les Américains ont exercé beaucoup de pression sur les autorités algériennes, sur le régime de Tebboune, pour le convaincre de venir. Ils sont venus. Aujourd'hui, l'Algérie sera représentée à Madrid. Alors, selon le journaliste espagnol Ignacio Sombrero, qui est l'auteur de ces révélations, le cadre de ces discussions sera fixé dans le cadre de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui stipule que la proposition d'autonomie marocaine est la seule qui peut permettre une solution définitive et juste. Donc, les Américains vont négocier. Ils demandent aux Sahraouis, au Front Polisario et aux Algériens de négocier sur la base de l'autonomie, pas sur la base de l'indépendance. Les Américains ne reconnaissent pas l'indépendance. Mais pour ménager la sensibilité du régime algérien, pour le convaincre de venir, ils ont laissé la porte ouverte. Massad Boulos l'a dit. Nous, c'est notre proposition. Maintenant, si vous pouvez nous convaincre qu'une autre solution que l'autonomie est réalisable et réaliste, il y aura un document de 40 pages qui a été proposé, qui a été élaboré pour ces négociations. L'Algérie et le Front Polisario, donc automatiquement, bien sûr, ils vont entrer dans ces négociations en demandant un référendum d'autodétermination pour décider de l'indépendance. Est-ce que ce territoire pourrait être indépendant ou pas? C'est défendable, c'est de bonne guerre. Mais le Polisario et l'Algérie ne vont pas certainement aller dans ces négociations en se pliant directement aux désirs des Américains aux désirs des Américains ou aux désirs des Marocains. Mais ils vont entrer dans ces négociations avec leurs revendications classiques et traditionnelles. Ensuite, ils vont tenter de trouver un compromis. Et le compromis, il est inévitable, autour de la solution de l'autonomie. La communauté internationale n'est pas pour l'indépendance. Il faut dire la vérité. Toutes les grandes puissances, ou bien elles sont du côté du Maroc et du plan d'autonomie marocain, ou bien elles se cachent derrière une neutralité, ou bien elles sont indifférentes.
Pour elles, ce n'est pas un conflit qui les intéresse, parce qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. Il n'y a pas d'enjeu. Les enjeux économiques, c'est le phosphate, qui est déjà exploité par le Maroc. Donc, ce n'est pas un problème. Et le Maroc, il vend son phosphate à tout le monde. Donc, ce n'est pas une richesse qui est spoliée par un pays et qui prive les autres pays du monde. Stratégiquement, c'est un pays désertique, dans une région dangereuse. Le Sahel, c'est à côté de la Mauritanie, du Maroc. Le Sahel n'est pas loin, avec les mouvements terroristes, les bandes criminelles, l'insécurité régionale, les ingérences étrangères. Donc, il n'y a aucune grande puissance qui ait intérêt à ce que cette région soit déstabilisée par la création d'un autre État qui ne peut pas, qui n'a aucune garantie solide pour assurer sa stabilité, sa sécurité. Ça, c'est le bon sens, c'est l'intelligence, au sens propre du terme, au sens géopolitique du terme. Maintenant, ces négociations seront conduites par Massad Boulos, selon les informations qui nous sont parvenues. Il y aura Michel Waltz, ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies. Il y aura Nasser Bourita, du côté du Maroc. Ahmed Attaf, le ministre algérien, sera là-bas, normalement, à Madrid. Il y aura Mohamed Salem Ould Salek, du côté de la Mauritanie. Il y aura le chef de la diplomatie du Polisario, Mohamed Islam Beit. Donc, tout ce beau monde-là va se rencontrer. Alors, on n'a pas les détails précis pour le moment. Les révélations de la presse espagnole, notamment El Confidencial, nous expliquent qu'il y aura donc des négociations. Il y aura une première négociation du cas entre le Maroc et le Polisario. Ensuite, les délégations de l'Algérie et de la Mauritanie seront reçues plus tard. On n'a pas de précision sur le fait que les Algériens et les Marocains vont se parler directement. Ça, on n'a pas encore cette certitude, on n'a pas encore cette confirmation. Tout ce processus est censé être, encore une fois, discret. Ce sont des sources diplomatiques espagnoles qui ont révélé cela à El Confidencial parce que le journaliste, auteur de ces révélations, c'est un grand spécialiste du Maghreb, grand spécialiste du Maroc, grand spécialiste de la question du Sahara occidental. Donc il maîtrise parfaitement son sujet. Je peux vous lire quelques extraits des révélations de El Confidencial. Alors, Confidentiel nous informe que les négociations se dérouleront dans le plus grand secret, au siège de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'a demandé Massad Boulos, représentant de Donald Trump pour l'Afrique, Michel Waltz aux États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies. Leurs interlocuteurs seront donc les chefs des 4 délégations, composées chacune de 3 membres. Donc, l'Algérie, le Polisario, le Maroc et, comme la Mauritanie, auront des délégations. Chacun de ces pays-là sera représenté par une délégation de 3 membres. Cela sera mené donc par les ministres, par les chefs de diplomatie attitrés de tous ces pays-là. Donc, l'Algérie a accepté d'envoyer Ahmed Attaf. Cela prouve que les pressions américaines ont porté, alors que l'Algérie, officiellement, ne voulait pas participer à ce processus. Parce que, pour l'Algérie, participer à ce processus, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle est un acteur de ce conflit. Alors que la position machiavélique du régime algérien était de dire « Ah, ça me concerne pas. C'est une question de décolonisation. Ça relève de l'Organisation des Nations Unies. » Pas du tout. C'est une question régionale.
C'est pas une question de décolonisation, c'est une question de sécurité, de stabilité régionale. Est-ce que la création d'un État au Sahara occidental est favorable à la sécurité, à la paix au Maghreb? C'est ça le problème aujourd'hui. Dans les années 70, c'était une question de décolonisation. Mais on n'est pas dans les années 70. On n'est pas dans le monde des années 70. Le monde des années 2020, ou 2025, ou 2026 est diamétralement différent et opposé au monde des années 70. Donc Ahmed Attaf, comme je l'ai dit, le chef de la diplomatie du Polisario, Mohamed Islam Beit, le chef de la diplomatie mauritanienne, participeront également à la rencontre. Stéphane de Mistura, qui est envoyé spécial du secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, chargé du dossier du Sahara occidental. Il y aura aussi... ça, ce sont les détails que nous avons. Nous n'avons pas eu tous les détails. Je ne vais pas vous traduire tout l'article. En tout cas, ce sont des révélations extrêmement pointues et importantes. La médiation américaine, elle est aujourd'hui assumée, elle entre en jeu, c'est définitif, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et j'espère que la médiation américaine va apporter son lot de réussite. Je l'ai dit hier, la médiation américaine, elle est la seule qui est capable, je dis bien, elle est la seule qui est capable de débloquer ce dossier. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique, avec leur grande puissance, avec leur prestige, avec leur crédibilité, avec leur levier de pression, avec leur force de frappe, qui pourront convaincre toutes les parties concernées par ce conflit à accepter un accord. Enfin, les négociations commencent. Il y a eu déjà des négociations par le passé, depuis les années 90, au milieu des années 2000. Mais ces négociations, en 2026, auront un cachet particulier. Elles interviennent dans un moment de très forte tension régionale et d'un climat de pré-guerre, pour ne pas dire un climat de guerre, entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie n'ont plus de relations diplomatiques depuis août 2021. Les deux pays ont rompu toutes leurs relations. Ils s'affrontent régulièrement par des échanges diplomatiques et médiatiques, et les deux pays sont impliqués, entraînés dans une course à l'armement qui est très dangereuse et qui prive les deux pays de ressources financières importantes et indispensables pour leur développement. Et il y a de la propagande et des tensions qui ne cessent de s'aggraver de jour en jour. Et les deux pays vivent au bord d'une guerre. Donc ces négociations, pour moi, elles sont la seule planche de salut du Maghreb. Si l'on règle le problème du Sahara occidental, le problème algéro-marocain sera pratiquement réglé. Après, oui, peut-être que ce ne sera pas le grand amour entre l'Algérie et le Maroc, mais il y aura une paix qui va régner, parce que le principal sujet de discorde, c'est le Sahara occidental. Le régime Tebboune ne peut pas utiliser un autre dossier contre le Maroc que le Sahara occidental. Et le régime marocain, le Makhzen, ne peut pas utiliser contre l'Algérie un autre dossier que le Sahara occidental. C'est la pomme de discorde. Moi, je pense que l'administration Trump, elle peut apporter des résultats, elle peut obtenir des résultats, et que le lobbying américain peut apporter l'influence nécessaire et les pressions nécessaires pour convaincre toutes les parties. La Mauritanie, elle est nulle. La Mauritanie, elle souhaite très fortement que ce problème soit réglé. La Mauritanie, elle est coincée entre l'Algérie et le Maroc. Elle a envie de se développer. Elle a envie
de garantir sa sécurité. La Mauritanie, qui est exposée au problème du terrorisme, qui est exportée, qui risque d'être exportée sur son territoire depuis le Sahel, elle a envie de sécuriser définitivement ses frontières avec le Maroc et le Sahara occidental, pour tourner la page et pour ne s'occuper que de sa sécurité nationale, qui est menacée à cause de l'instabilité, de l'insécurité au Sahel. Donc, tout le monde sera gagnant. Et le Maghreb sera gagnant. Pas le Maroc ni l'Algérie. Le Maghreb sera gagnant si ce dossier est définitivement clos. On va suivre, nous, toutes ces négociations avec beaucoup d'attention. On va essayer de comprendre ce qui va se passer. Il ne faut pas lire la presse algérienne. Franchement, je vous déconseille de lire la presse algérienne en ce qui concerne ces négociations. Et je vous déconseille de lire la presse marocaine en ce qui concerne ces négociations. Les deux pays, les appareils médiatiques des deux pays sont soumis à la propagande officielle des deux régimes, des deux pays. Les journalistes, la presse marocaine, comme la presse algérienne, ne sont pas indépendants. Les titres de la presse marocaine, comme les titres de la presse algérienne, ne sont pas du tout indépendants. En ce qui concerne le dossier du Sahara occidental, les appareils médiatiques des deux pays sont alignés systématiquement sur les positions officielles des régimes des deux pays. Donc franchement, si vous voulez vous documenter sur ce dossier, il faut lire la presse espagnole qui est neutre, qui est beaucoup plus neutre, qui est beaucoup plus éclairée, qui est beaucoup plus indépendante et qui nous offrira donc les réponses à toutes nos questions.